Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Toujours avec moi, Louise Petitgros. Louise, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde aussi. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Bon, confinement, couvre-feu, un peu d'air avec les magasins, les coiffeurs, le beau temps, bon, ça va là. Oui, c'est ça. Je m'emmerdais un peu, fait que j'ai décidé de me lancer dans le projet de m'acheter une maison. Là, fait que je suis là-dedans. Ça occupe. Ça occupe, effectivement. Donc, on a un gros programme aujourd'hui. On a une très bonne discussion avec Vanessa Cournoyer-Cyr sur les réfugiés climatiques. Donc, toutes les problématiques des changements climatiques et ce que ça implique avec les problèmes migratoires. On va parler aussi avec elle d'un projet qui est à Sherbrooke qui s'appelle Les Humains de Sherbrooke. Un très beau projet qui, je trouve, peut servir à lutter contre l'âgisme dans certains cas. Et par la suite, on a une représentante de Novum, Marianne, qui va venir nous parler des services de Novum, dont on avait parlé un petit peu à l'émission avant le lancement, mais là, ça fait depuis décembre que ça roule, alors on va voir qu'est-ce que ça fait concrètement comme service avec des cas concrets déjà qu'on a eu de nos membres. Mais avant toute chose, on voulait parler d'une petite actualité avec toi, Louise, que tu as vue dans les dernières semaines. Oui, ça m'a frappé. Je voulais dire un mot sur la défaite en Cour suprême que viennent de subir les retraités de la White Birch dans la bataille qu'ils mènent depuis 10 ans pour récupérer leur fonds de retraite. La White Birch, pour mémoire, c'est une papetière de Québec qui, en 2010, s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Alors, une entente est intervenue, la papetière est restée ouverte, mais ils ont... l'échange de ça, c'est de revoir la convention collective, puis un des éléments, c'était abandonner l'ancien régime de retraite. Alors, c'est dans ces conditions nouvelles que les retraités ont vu leur rente amputée de 30%. Et 30%, c'est énorme, qu'on soit n'importe quel salarié, mais encore pire quand on est dans les bas salariés. Alors, beaucoup de ces retraités ont dû retourner au travail et, comme disait leur avocat, ça voulait dire beaucoup de souffrance chez ces gens-là. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de drame dans le secteur privé. Des régimes de retraite amputés à la suite de faillite ou de vente de l'entreprise. On en a vu notamment chez Sears, et c'était aussi envisagé avec le groupe Capital Média avant qu'il se transforme en coopérative. Donc, c'est des grosses menaces, là, amputer le régime de 30%. Mais il faut savoir que dans la loi actuelle, les travailleurs sont toujours les derniers servis dans la liste des créanciers, c'est-à-dire après les banques, les fournisseurs, après tout le monde. En bas de la liste, c'est les travailleurs qui récoltent tout ce qui reste, puis il ne reste jamais rien, faut que ça va vite. Ça fait longtemps que les syndicats réclament que les lois soient modifiées pour que les sommes dues dans les régimes de retraite occupent un rang de créancier prioritaire lorsqu'une entreprise connaît des difficultés financières. Mais pour changer les choses, il faut évidemment de la volonté politique et à Québec, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, depuis 1980, l'Ontario assure cette protection aux employés du secteur privé avec un fonds de garantie des prestations de retraite qui est une forme d'assurance, si tu veux, là, en cas de faillite ou de vente. C'est donc possible de changer les choses, mais il faut le vouloir, là. D'ailleurs, l'AREC avait accompagné les journalistes retraités de Capital Média dans leur bataille, dans leur lutte, parce qu'effectivement, c'est horrible. Eux autres aussi, c'était 30% de leur revenu qui partait. Oui, c'était la même chose. Ça n'a pas de sens. Aussi, chez Singer, ça a été vraiment le saccage dans les régimes de retraite. On n'a jamais rien à gagner collectivement à appauvrir les personnes retraitées parce que c'est des gens qui contribuent encore à la société. Tu sais, Les régimes de retraite, on se les paye aussi. On cotise tout au long de nos années de travail et tout. Là, on planifie en fonction du revenu qu'on va avoir. Et bon, alors... Ça n'a pas de sens. On va suivre ce dossier-là de très près, puis on va continuer à lutter pour avoir des droits pour les personnes retraitées. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour les actualités. On passera immédiatement à une courte pause et on revient avec Vanessa Cournoyer-Cyr. À tantôt. À tantôt. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste.
On est de retour à l'émission de l'heure juste sur les ondes de CKIA FM et on a avec nous une invitée très spéciale dont on a un peu parlé lors de la dernière émission, Vanessa Cournoyer-Cyr, qui est une experte en beaucoup de choses, là, mais aujourd'hui, tu es experte en quoi, Vanessa? Bien, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis une experte, mais j'ai étudié quand même avec précision, avec réflexion, la question des migrations climatiques. Puis tu as écrit un texte là-dessus qui nous a beaucoup interpellés justement lors de la dernière émission là, qui s'appelle, je l'ai ici, Faire face aux migrations climatiques, qui avait paru à Babar en premier, puis ensuite dans Le Devoir. On en a fait un petit topo, mais on voulait voir avec toi, premièrement, parce que nos membres s'intéressent beaucoup au dossier de l'environnement. C'est un dossier qui est vraiment fondamental là, dans les activités de l'AREC, mais on aborde très rarement la question de la migration climatique. Fait, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à écrire ce texte-là? Ben moi, en fait, durant mes études à la maîtrise, c'est le sujet de maîtrise qui m'a interpellée, sur lequel j'ai travaillé pendant près de 2 ans environ. Puis ça fait quand même quelques années de ça. Donc, faut se reporter, c'était à peu près en 2012. Fait que depuis, ça a quand même beaucoup évolué. À l'époque, il y avait peu de recherches sur cette question-là. Surtout ici au Canada, on en parlait très peu parce que, ben évidemment, on est moins touché peut-être que d'autres pays peuvent l'être. Donc, ça faisait en sorte qu'ici, il y avait peu de recherches sur ce sujet-là. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressée à l'époque. Puis encore aujourd'hui, j'ai continué à m'intéresser beaucoup à cette question-là, malgré que je travaille pas dans ce domaine-là. Je continue encore à beaucoup m'informer là-dessus parce que c'est quand même une question qui devient de plus en plus actuelle. À l'époque, on en parlait peu. Maintenant, on en parle de plus en plus dans les médias, même courants, donc pas juste dans des recherches plus spécialisées. Donc, c'est de voir un peu cette évolution-là. Fait que moi, c'était de voir en 2020, là, quand l'article a été écrit, on en est rendu où, pour finalement réaliser que malheureusement, on est un peu à la même place. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui ont été faites concrètement pour adresser cette question-là. Par contre, on sent quand même que cet enjeu-là est davantage discuté. On sent que les gens réalisent que c'est un peu un incontournable. On devra y faire face d'une façon ou d'une autre. Maintenant, c'est dans les moyens que, pour l'instant, il y a peu de choses encore concrètes qui sont faites. On se renvoie souvent la balle sur l'intervention qui sera à faire par les États. Donc, c'est un peu le défi actuel. Mais on sent quand même que c'est une question qui prend de plus en plus de place là, dans les médias. Techniquement, là, qu'est-ce qui arrive qui fait en sorte qu'il y a une migration climatique? Bien, en fait, évidemment, c'est un phénomène qui est lié directement au changement climatique. Donc, les changements climatiques provoquent ces mouvements de population-là parce qu'ils viennent remettre en question certains modes de vie. On peut penser, par exemple, à des gens qui pratiquent l'agriculture dans des pays en Afrique, par exemple. Bien, nécessairement, avec les changements climatiques, avec des phénomènes de sécheresse, avec des événements climatiques extrêmes aussi, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne peuvent plus pratiquer le mode de vie dans lequel ils étaient, donc n'ont pas le choix de migrer. Donc, c'est vrai dans des zones très précises, un peu partout, mais là, on se rend compte que c'est de plus en plus exponentiel. Donc, ça arrive dans plusieurs pays de plus en plus et que finalement, les impacts sont très grands à la fois sur les gens, donc sur les mouvements de population, donc les populations elles-mêmes qui sont appelées à migrer souvent dans des conditions difficiles, mais aussi sur les régions ou les pays qui sont appelés à les recevoir, qui souvent ne sont pas prêts à les recevoir parce que ne reconnaissent déjà pas ces phénomènes migratoires-là. Donc, ça vient bien évidemment déstabiliser aussi les structures d'accueil dans ces pays-là. Et je dis dans ces pays-là, mais souvent, pour l'instant, c'est beaucoup des mouvements migratoires internes, donc qui se passent à l'intérieur des frontières d'un pays parce que ça se comprend facilement, parce que les gens, souvent, quand ils migrent, ben, ils le font pas par choix dans ce contexte-là, donc vont chercher des endroits qui ont une culture similaire, qui ont des mœurs similaires. Donc, l'idée de traverser les frontières, c'est vraiment en dernier recours. Donc, on va davantage essayer de migrer à l'intérieur de nos frontières parce que c'est ce qu'on connaît. Mais bien évidemment que plus ça va, bien plus on se rend compte que même ça, c'est de moins en moins possible dans certains pays. On peut penser par exemple au Bangladesh, qui a vraiment des mouvements de population importants. Mais c'est un des pays les plus densément peuplés au monde. Donc, nécessairement, c'est très difficile, ça devient très difficile de migrer à l'intérieur même du pays. Donc, on va migrer vers l'extérieur. Et là, ça pose des défis vraiment très grands en termes de droits pour ces personnes-là. Vanessa, j'ai vu que les gens qui fuient leur pays en raison des catastrophes naturelles, on les nomme de diverses manières. On parle de réfugiés du climat, déplacés environnementaux. J'ai vu déplacés internes, migrants. En quoi c'est important là, de nommer correctement ce genre de migrants, oui? C'est effectivement un des grands enjeux, en fait, avec cette question-là, parce que il n'y a pas de définition clairement établie de ce qu'est un migrant climatique. Et là, j'utilise le terme migrant parce que c'est celui qui fait le plus consensus, mais effectivement, il y a un enjeu en termes de terminologie qui fait en sorte qu'on parle à tort ou à raison de plusieurs termes. Donc, d'exilés du climat, de migrants, de réfugiés climatiques, qui est le terme le plus frappant qu'on entend beaucoup, qui frappe l'imaginaire, mais qui, lui, pose vraiment problème parce que le terme réfugié renvoie
au statut de réfugié qui est prévu par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui a été adopté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui donc, à cette époque-là, visait à protéger les réfugiés pour la plupart qui étaient réfugiés en raison des conflits, en raison de la guerre. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que ça s'inscrivait. Bien évidemment qu'à l'époque, on ne parlait pas de changement climatique, on parlait peu d'environnement. Donc, cette cause-là n'était pas une cause de migration telle qu'entendue par la Convention de Genève. Et ça fait en sorte que ces gens-là, aujourd'hui, n'ont pas le statut de réfugié. Donc, quand on parle de réfugiés climatiques, on le dit à tort. On le fait pour marquer l'imaginaire, donc c'est dans cette perspective-là, mais il ne faut pas les considérer comme étant des réfugiés à part entière parce que malheureusement, ils n'ont pas les droits qu'auront des réfugiés, donc ils n'auront pas accès à divers services, ils ne seront pas reconnus comme tels. Donc, ça les place dans un vide juridique, en fait, actuellement. Donc, cette terminologie-là, elle ne fait pas consensus. On se renvoie souvent la balle à savoir, bon, mais de quel terme on devrait parler. De plus en plus, on parle de migrants, mais quand on parle de migrants, l'enjeu avec le terme de migrant, c'est qu'il renvoie à l'idée qu'on n'est pas obligé de migrer. Donc, l'idée de migration, c'est qu'on migre pour, souvent par migration économique, pour améliorer ses conditions de vie, ce qui est tout à fait correct aussi, mais il y a pas la notion d'obligation qui est, elle, prévue dans la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, et c'est là que c'est problématique, parce que qu'est-ce qu'on définit comme étant une obligation de migrer en raison du climat, c'est très difficile à établir, puis souvent on va dire, ben oui, mais ces gens-là migrent pour améliorer leurs conditions de vie, oui, mais parce que leur mode de vie n'existe plus. Donc, nécessairement, il y a une obligation, si on veut le regarder avec cette lunette-là, mais bien évidemment, que les États, c'est sur ce principe-là qui se raccroche pour justement ne pas être obligés de mettre en place des mesures pour aider ces personnes-là. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on se trouve. Donc, c'est pour ça que ça renvoie aussi à tout un concept de justice climatique, donc de venir porter assistance à ces personnes-là qui subissent essentiellement les impacts des changements climatiques, qui ne les ont pas provoqués non plus, parce que souvent, c'est dans des pays qui ne sont pas les plus grands responsables des changements climatiques. Donc, cet écart-là entre les pays du Sud et les pays du Nord, il est très grand dans la dynamique migratoire liée au changement climatique. Est-ce que c'est une réalité qui affecte déjà un peu le Canada et le Québec ou c'est vraiment là, purement européen ou asiatique, là? Ben, en fait, on commence aussi à le remarquer ici avec, par exemple, les communautés autochtones plus dans le nord du Québec, puis la même chose au Canada. On commence à voir ces mouvements-là de population qui descendent vers les villes du Sud. Donc, on a cette dynamique-là qui commence aussi à s'installer. C'est assez nouveau, entre guillemets, puis le défi avec ça, c'est que plusieurs vont dire, oui, mais à quel point, finalement, justement, ces gens-là migrent en raison des changements climatiques. Ils migrent plutôt, justement, pour aller chercher un emploi, pour tout ça. Mais c'est très difficile de distinguer ce qui est de l'ordre du changement climatique et ce qui est de l'ordre d'une décision personnelle. Et dans la littérature, on parle beaucoup du facteur répulsif versus le facteur attractif, dans le sens où c'est de définir qu'est-ce qui est le facteur répulsif. Donc, les changements climatiques seraient le push factor qu'on appelle en anglais. Et le pull factor, à ce moment-là, c'est l'idée d'améliorer ses conditions de vie, donc d'aller chercher quelque chose de meilleur ailleurs. Mais cet équilibre-là, il est difficile à définir et il appartient beaucoup à la personne aussi. Je vous donne un exemple. Il y a toute la question de comment on anticipe finalement le phénomène, comment on l'appréhende, comment on réagit à ce phénomène-là. Puis on le voit par exemple dans des États qui vivent des dégradations environnementales soutenues, donc par exemple la montée du niveau des mers. Mais bien évidemment que c'est des phénomènes qui sont sur du long terme. Donc c'est des changements qu'on observe au fil du temps, qui ne sont pas des événements soudains. Mais ça fait en sorte que la décision de migrer peut être prise à différents moments. Donc, pour certains, ils vont décider de migrer rapidement parce qu'ils disent « je vois ce qui s'en vient », puis nécessairement, ça va pas s'améliorer et je vais éventuellement ne plus pouvoir finalement faire le métier que je fais présentement, par exemple. Donc, je vais migrer à ce moment-là. Mais il y en a d'autres qui vont attendre plus longtemps, qui vont dire « moi, je veux pas me déraciner, je veux rester chez moi », donc vont attendre jusqu'à la dernière, que ce soit plus possible carrément, et à ce moment-là, vont migrer. À l'ultime, c'est la même cause de migration. C'est juste finalement comment on l'a perçu, comment on y a réagi, comment on l'a anticipé. Mais quand on regarde ça, pour certains, ça fait dire que le premier est un migrant économique dans ce contexte-là parce qu'il souhaitait améliorer ses conditions de vie. Et le deuxième serait plus près, en fait, d'un réfugié. Mais à l'ultime, c'est la même chose. Fait que c'est là où il y a un enjeu. Puis au Québec, au Canada, c'est un peu ça aussi le défi qu'on a actuellement. C'est qu'on a de la difficulté à vraiment le lier au changement climatique. D'autant plus que si on se ramène juste sur la question des changements climatiques, on est quand même dans les pays qui les subissent encore là les moins. Fait que pour l'instant, on est encore assez épargné quand on parle de changement climatique. Donc, oui, on remarque des choses, oui, on remarque des changements, bien évidemment, mais ce ne sont pas des changements qui menacent autant des modes de vie. Donc, on est moins confronté.
Donc, on a l'impression que ces gens-là ne font pas partie de cette catégorie-là, mais malheureusement, ils en font bien partie. Donc, on l'observe quand même, ce phénomène-là. Et bien évidemment qu'on peut s'imaginer qu'il va être appelé à augmenter dans les prochaines années. Le cas des Honduriens qui se déplacent là, vers le Mexique, les 7000, ça, je trouve que c'est un beau cas parce que ça montre comment c'est multiple les facteurs qui occasionnent le déplacement. Ils vivent beaucoup de pauvreté, de violence, mais ils ont eu 2 ouragans majeurs aussi en 2019 et il paraît qu'il y a des milliers de sans-abri. Tu sais, ça s'implique, là, tu sais, c'est tout. Non, c'est exactement ça. Puis c'est là où c'est multifactoriel, c'est intersectionnel. Il y a toute cette lunette-là qu'il faut garder. Puis souvent, on la regarde juste avec la lunette juste des changements climatiques, puis d'être capable de dire, ben cause à effet, relation de cause à effet direct, mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis effectivement, tous ces mouvements-là qu'on a observés en Amérique centrale, il y a une cause liée au changement climatique. C'est pas du tout anodin là, de lier les deux. Puis la même chose quand on regarde tous les mouvements de population qui ont eu lieu aussi en Europe en 2015, donc les gens qui arrivaient du Moyen-Orient, bien, c'était tout aussi lié justement à des épisodes de sécheresse beaucoup plus grands où les gens finalement ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Donc à un moment donné, nécessairement, prennent cette décision-là. Mais c'est tout interrelié, mais je pense qu'on a besoin d'essayer de le placer dans des boîtes, malheureusement, mais il faut vraiment le regarder avec une lunette beaucoup plus large, puis à la limite avec une lunette des droits humains. C'est carrément ça, parce que c'est à ça qu'on renvoie. On renvoie à des droits humains, aux droits de personnes de subvenir à leurs besoins, d'avoir accès à des services de qualité, d'avoir accès à l'éducation, à la santé. C'est tout ça aussi qui est remis en question. Mais effectivement, on a tendance à le regarder seulement avec la lunette des changements climatiques, et il est là le problème. Est-ce que le Canada, c'est sur sa table de travail de se préparer à ça? Est-ce qu'il y a des politiciens qui proposent des choses, à part Éric Duhem qui propose de fermer le chemin Roxham, par exemple? Y a-t-il des solutions? Bien, il y a des solutions, c'est sûr, mais c'est très difficile pour un pays comme le Canada. Il y a un défi qui est lié aussi à notre géopolitique. Donc, nécessairement, le fait qu'on est peu confronté à ces mouvements-là et que, bien évidemment, que quand on sera confronté, c'est parce qu'on va être rendu loin dans ce phénomène-là. Il y a beaucoup de pays qui vont déjà l'avoir vécu encore plus que nous. Ça fait en sorte que ne serait-ce qu'en termes de recherche, on est beaucoup moins avancé. En termes de politique, on est beaucoup moins avancé. Je pense qu'il y a une compréhension du phénomène, il y a une reconnaissance du phénomène, mais on en minimise la portée chez nous parce que nous, avant, puis tu sais, la façon que les gens le regardent aussi, c'est beaucoup à travers justement la lunette des migrations internationales, donc des gens qui viennent d'autres États. Nous, c'est sûr que ça va être plus long avant que ça nous touche, alors que les pays européens, nécessairement, sont confrontés beaucoup plus fortement à ça que nous, on peut l'être. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a du retard sur cette question-là, vraiment beaucoup. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même il y a de plus en plus justement soit de chercheurs, mais de groupes de pression aussi qui essaient de vraiment mettre cette question-là à l'agenda de plus en plus. On le sent de façon de plus en plus forte. Mais c'est vraiment un défi ici au Canada de venir de venir en fait réagir en amont. Parce que là, on va réagir sur le coup, probablement, quand ça va nous arriver. Mais il faut être capable vraiment de le planifier. Puis il faut vraiment, en fait, être capable de voir la migration comme étant quelque chose qui peut avoir des effets positifs aussi. Parce qu'actuellement, la façon qu'on le gère fait en sorte qu'effectivement, ça a des effets où ça vient un peu déstabiliser, par exemple, les sociétés d'accueil parce qu'on ne reconnaît pas le phénomène, parce qu'on ne s'y prépare pas, puis parce qu'on est plus dans une attitude de fermeture des frontières. Mais si on le travaille à l'inverse, puis qu'on se dit, mais comment on peut en tirer profit? C'est des gens qui arrivent quand même avec un bagage, qui arrivent avec une expertise, qui peuvent remplir des besoins de main-d'œuvre. On peut l'analyser de différentes façons, mais encore faut-il qu'on planifie le truc et qu'on facilite jusqu'à un certain point les migrations volontaires pour limiter les migrations forcées, parce qu'actuellement, c'est ça. Ce sont des gens qui sont forcés de migrer. Donc, il faut être capable de changer finalement notre optique puis d'y aller plus sur l'angle d'encourager les migrations volontaires, mais bien évidemment que dans le discours, c'est toujours le défi. Quand on parle de migration, mais c'est toujours ça un peu l'enjeu. Quand on parle de migration volontaire, bien, on a de la difficulté à s'ouvrir nécessairement à ça pour plein de raisons. Mais bien évidemment que c'est vers ça qu'il faudra aller. Puis c'est de cette façon-là qu'on pourra en tirer des avantages aussi, puis qu'on va atténuer aussi les effets négatifs qu'on pourrait y avoir. Question philosophique. Le Canada a signé le pacte mondial sur l'immigration en 2018 que les conservateurs ne voulaient pas signer. Oui. Puis je regardais dans ce pacte-là, il est question aussi de changement climatique. Oui. Mais ce n'est pas un pacte contraignant. Donc, c'est quand même une base de travail, mais sans c'est exactement ça. Puis déjà, lorsque le pacte a été signé, déjà, ça avait fait polémique. Puis plusieurs, justement, États essayaient de se dégager, même si ce n'était pas contraignant et ça a été répété maintes et maintes fois. Mais c'est le premier
premier accord qui est signé quand même puis qui traite de cette question-là de la migration de façon aussi transversale et globale. Fait que c'est quand même intéressant. Puis bien évidemment que l'objectif n'était pas de s'arrêter au pacte. Là. On peut s'imaginer que l'objectif, c'est qu'éventuellement, ça vienne transformer aussi certaines lois nationales et internationales. C'est vers ça qu'on souhaite aller. C'est de jeter les bases finalement de ça, d'un nouveau régime en matière de migration. Mais ça a été complexe. Ça n'a pas été facile pour en arriver à ça. Et effectivement, ce n'est pas contraignant. Et déjà, on a senti plusieurs États être nerveux parce qu'ils sont conscients de la porte que ça vient ouvrir, du précédent qu'on vient créer. Mais c'est vraiment ça qu'on voit. Il y a vraiment des morceaux du casse-tête là, qui se placent tranquillement sur l'échiquier présentement au niveau international pour être capable d'adresser cette question-là parce qu'il va falloir la traiter à l'échelle internationale aussi parce que nécessairement, ça renvoie à toute la question de la responsabilité des États puis comment ils sont en mesure de venir prêter assistance à ces gens-là dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, d'injustice climatique. Donc, ça renvoie à ça. Et bien évidemment que les États ne veulent pas reconnaître leur injustice, l'injustice qu'ils ont créée en se développant. Donc, on revient finalement dans cette dynamique-là, dans tout ce concept-là de responsabilité. Puis là, c'est là où ça achoppe, bien évidemment, puis que les États souvent mettent un peu de sable dans l'engrenage, malheureusement. Mais quand même, on peut se dire qu'un pacte comme ça, c'est quand même un point de départ qui est intéressant. Puis on le voit aussi dans les textes qui sont adoptés par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. De plus en plus, cette question-là s'inscrit à l'agenda. Déjà, moi, quand j'étudiais la question en 2012 versus aujourd'hui, ça a quand même évolué. On en parle à chaque conférence, à chaque année, la question revient, alors qu'à l'époque, on n'en parlait presque pas. Là, ça se retrouve dans les textes. Donc, tranquillement, le discours change. Donc, de le placer dans des textes, c'est pas anodin. Il faut quand même que chaque État le signe. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'ils en reconnaissent jusqu'à un certain point l'existence. Donc, c'est déjà un point de départ. Mais évidemment que après, c'est de voir est-ce qu'on serait capable d'aller suffisamment rapidement pour être capable d'offrir quelque chose à ces gens-là, sachant que le phénomène va venir s'accentuer avec les années. J'aimais bien la partie du paradoxe dans ton texte, justement, de dire qu'il y a certains pays industrialisés qui sont partiellement responsables des changements climatiques. Est-ce qu'ils ne doivent pas justement assumer leur responsabilité tant qu'à l'accueil des réfugiés climatiques, en quelque sorte? Ben, c'est ça, c'est un peu cette tendance-là qu'on voit de plus en plus, ce fossé-là qui se creuse en quelques mots. Puis ce qu'on remarque, ben, c'est sûr que ces États-là, c'est les États qui ont produit le plus de gaz à effet de serre pour se développer aussi à l'ultime, parce que c'est ça, on se ramène dans cette dynamique-là, ben, c'est eux qui, à l'ultime, ben, auraient une responsabilité envers ces gens-là. Puis est-ce que c'est de les accueillir? Après, c'est pas de dire on choisira pas où les migrants vont aller non plus, ils vont y aller sur des trajectoires aussi qui sont déjà bien établies. Souvent, ça vient exacerber, en fait, les trajectoires existantes. Mais ils ont un rôle à jouer dans toute l'élaboration de différentes politiques pour aussi faire en sorte que ces gens-là ne soient pas obligés de migrer si on peut le faire. Donc, il y a aussi de venir en aide aux gens dans ces pays-là. Donc, ça, c'est la première étape. Si on veut rendu à la migration, c'est parce que tout le reste n'a pas fonctionné. C'est aussi ça. Fait que, c'est un peu de reconnaître aussi que toutes ces politiques d'atténuation-là des changements climatiques qui visent à réduire nos gaz à effet de serre, ben, c'est un peu de reconnaître que ça n'a pas fonctionné parce qu'on continue à augmenter. Donc, une fois qu'on se dit ça, le pendant de l'atténuation, c'est l'adaptation. Donc, si on dit on accepte que ça va continuer à augmenter, on va essayer de réduire nos gaz à effet de serre, là, ça demeure, mais visiblement, il ne va pas à un rythme suffisant. Donc, les températures continuent à augmenter. Donc, dans ce contexte-là, comment on peut s'adapter au changement climatique? Bien, s'adapter au changement climatique, c'est dans ces États-là. C'est dans les États qui, malheureusement, ne l'ont pas provoqué et qui les subissent de plein fouet présentement. Donc, il faut les aider à s'adapter parce que souvent, ce sont des États qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers non plus pour mettre en place des technologies, pour vraiment revoir leurs infrastructures et tout ça. Donc, c'est là où la responsabilité est d'autant plus importante de dire, bien, si vous avez provoqué le changement climatique, vous allez au moins aider ces gens-là à s'adapter aux effets des changements climatiques que vous avez provoqués. Mais c'est là où, c'est très difficile et ça devient très complexe d'adresser ça, évidemment, à l'échelle internationale parce que c'est dans la guerre, là, on parle d'argent à ce niveau-là, fait que nécessairement, c'est là où ça achoppe, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette dichotomie-là qu'on remarque qui est très grande et qui s'accentue, bien évidemment, avec les années. T'avais-tu d'autres questions à ce sujet-là, Louise? Moi, j'avais une petite question. On a beaucoup parlé du cas du Bangladais qui a échappé à son avis d'expulsion en France parce que sa santé serait compromise s'il retournait dans son pays parce qu'il y a des problèmes pulmonaires, puis il y a beaucoup de pollution au Bangladesh. Puis on parle de lui comme le premier réfugié climatique. Je me disais, est-ce que c'est vraiment un pas en avant ou bien c'est anecdotique selon toi?
Ça, c'est une excellente question. Moi, je pense que c'est quand même un pas en avant dans le sens où ça crée quand même un précédent jusqu'à un certain point. Puis on le remarque, là, toutes ces questions-là, les tribunaux sont de plus en plus saisis de questions comme ça. Fait que c'est quand même en soi intéressant parce que ça oblige aussi les tribunaux à se positionner sur des questions sur lesquelles on s'était jamais positionné avant. Fait que nécessairement, ça crée un certain précédent. Après, bien évidemment que le diable est dans les détails, donc on trouve toujours des façons pour faire en sorte que finalement, qu'est-ce que ça change vraiment à l'ultime? Ben, c'est un peu là qu'on se retrouve. Puis les États, bien évidemment, ne veulent pas reconnaître cette responsabilité-là, donc vont tout faire, vont trouver tous les recours possibles pour pas avoir à reconnaître ça. Puis on le voit beaucoup, par exemple, les cas les plus typiques qu'on remarque aussi, c'est entre la Nouvelle-Zélande, ben, des gens qui vont vers la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais des gens des petites îles, donc des États insulaires, qui, eux, présentement, c'est l'image qu'on a des changements climatiques parce que carrément, ils sont en train d'être inondés sous l'eau. Carrément, l'île va disparaître. Donc, c'est quand même pas... ça frappe l'imaginaire nécessairement. Donc, il y a eu des cas encore là de gens qui ont réclamé l'asile lié au changement climatique en disant, puis qui l'ont réclamé dans ces pays-là en disant, vous les avez provoqués, les changements climatiques. Moi, ce que je vous demande maintenant, c'est de me porter assistance parce que moi, je peux même plus rester chez moi. Et bien évidemment que dans ce contexte-là, les pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie font tout pour ne pas avoir à reconnaître ça parce qu'ils sont conscients qu'ils ouvrent la porte à quelque chose et que dans leur cas, il va y en avoir de plus en plus de recours comme ça, on peut se l'imaginer. Fait que moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Je trouve que ça vient jeter aussi un peu un éclairage là-dessus. Puis ça fait en sorte que les autres États autour regardent ça aussi avec d'un œil attentif et savent très bien qui sont les prochains. Fait que c'est pour ça que ce que ça fait, c'est aussi une façon de dire, bon, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre d'abord? Sachant que ça va arriver, est-ce qu'on est capable d'agir d'une façon X ou Y pour être capable d'offrir quelque chose qui va pour nous être pas trop menaçant? Comment on s'en sort? Là? Comment on ménage le chou et la chèvre dans tout ça? Fait que c'est sûr qu'on se retrouve dans cette dynamique-là, mais en même temps, ça peut quand même faire une certaine différence. Est-ce que ça fera une différence suffisante? J'en doute un peu, malheureusement. Je pense qu'on ne va pas nécessairement assez vite. Puis je pense qu'il y a des États qui ont intérêt à faire en sorte que les processus soient les plus lents possibles pour qu'on change d'attitude sur ce pied, d'opinion et de politique sur ces choses-là. Donc, ça fait en sorte que nécessairement, on perd du temps. On perd du temps à chaque année, on perd du temps là-dessus. Fait que c'est un peu ça qui est dommage. Quand moi, je regarde ce que j'ai écrit en 2012 et ce que j'écris aujourd'hui, il y a des choses qui sont les mêmes. Donc, on n'a toujours pas de définition très claire de plus en plus, mais elle ne fait pas consensus. On n'a toujours pas de terminologie, c'est clair. Il n'y a pas de statut, il n'y a toujours pas de statut juridique. Donc, on est encore, malheureusement, dans ces préceptes-là et c'est ce qui est dommage et c'est ce qui fait dire est-ce qu'on va manquer de temps? Moi, je pense que nécessairement, on va en vivre du moins les effets, ça c'est certain, beaucoup plus grand. Puis peut-être qu'on aura besoin de réagir à ce moment-là une fois que les effets seront là. Possiblement que c'est ce qui va arriver, malheureusement. Là. Il y a encore beaucoup de politiques qui nient l'existence même des changements climatiques. Fait que on part de loin aussi. On part de très loin. Je voulais passer avec toi à une échelle peut-être plus locale parce que tu t'occupes d'un projet que je trouve vraiment trippant qui s'appelle Les Humains de Sherbrooke. Qui est un projet, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce que ça fait ce projet-là? Là? Oui, en fait, Humains de Sherbrooke, c'est un projet qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans déjà. En fait, c'est inspiré du modèle de Humans of New York. Donc, Humans of New York, c'est un photographe, en fait, Brandon Stanton, qui venait d'arriver à New York et qui disait comment je pourrais apprendre à rencontrer des gens, comment je pourrais m'impliquer ou m'imprégner de ma nouvelle communauté. Donc, lui, c'est un photographe, puis il a dit, je vais partir à la rencontre des gens, puis je vais aller photographier des gens dans la rue, puis je vais parler avec eux, prendre un petit bout de leur histoire. Puis ça va être ça. Puis il s'était donné comme objectif de rencontrer 10 000 New-Yorkais. Évidemment, dans une ville comme New York, ça se fait bien. Nous, on l'a adopté. Évidemment, on n'a pas mis 10 000 Sherbrookeois parce que ça ferait quand même une bonne partie de la... Si tu vas dans les restaurants de déjeuner à Sherbrooke, tu pourrais en avoir à peu près 10 000 dans une salle. Mais on va revoir les mêmes visages. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a une exposition à New York, à Toronto, de ce photographe-là. Oui, il s'est promené vraiment beaucoup, puis ça a fait des petits, en fait, parce que Humans of New York, après ça, est devenu un peu partout. C'est devenu quasiment une marque de commerce, même si c'en est pas une, mais on le voit, il a inspiré des mouvements du genre un peu partout à travers le monde, là, dans les grandes villes, dans les plus petits milieux. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je trouvais super intéressant. Puis moi, je vis à Sherbrooke, j'aime la ville de Sherbrooke. Je trouve qu'elle a une richesse de par ses gens, justement. Puis je me disais, que ça serait le fun qu'on ait un projet comme ça. Et évidemment, dans la vie, on n'est jamais mieux servi que faire soi-même. Donc, je me suis dit, mais Vanessa, si tu trouves ça le fun, pourquoi tu le fais pas? Donc, je me suis juste dit, il me semble qu'on a tout pour le faire. Le contexte est présenté pour qu'on puisse lancer ce projet-là.
Donc, j'ai joint à ce beau projet-là une gang de photographes parce que moi, je ne fais pas de photos dans la vie. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir un projet photo, mais quand tu n'en fais pas, il faut que tu trouves des gens pour les faire. Fait que je me suis adjointe d'un groupe de photographes, donc tous des gens qui font de la photo, certains professionnels, certains de façon amateur, mais qui font de la belle photo, puis qui avaient le goût de s'impliquer dans ce genre de projet-là. Puis on est parti à la rencontre des gens, donc des gens de tous les horizons. Puis c'est vraiment ça l'objectif, en fait, pour moi. Autant qu'on s'est inspiré de ce que faisait Humans of New York, mais moi, je me disais, tu sais, on n'est pas New York, on ne le sera jamais, puis on n'aspire pas à ça non plus. Je me disais, mais on est Sherbrooke, puis on est quoi Sherbrooke? Ben, tu sais, on est une petite communauté, puis on se dit souvent qu'on se connaît, on connaît tout le monde, puis tout ça. Puis je me disais, mais c'est-tu vraiment vrai? Est-ce qu'on connaît vraiment les gens? Est-ce qu'on connaît les gens qu'on croise souvent dans la rue, dans les commerces, notre voisin, notre employeur? Est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on connaît leur histoire personnelle? Pas nécessairement. Je me disais, tu sais, si on veut être une communauté ouverte, une communauté de tolérance, tout ça, mais je me disais, il faut apprendre aussi à se connaître là-dessus. Puis je me disais que c'était une belle façon de le faire. Fait qu'on a lancé le projet il y a 3 ans, puis depuis, on a dû rencontrer, je sais pas, là, près de 200 personnes qui nous ont partagé leur histoire. Fait qu'à chaque semaine, on publie un court témoignage. C'est toujours quelque chose de très court. C'est comme une petite fenêtre sur la vie de quelqu'un. Donc, ce que la personne a le goût de nous partager avec une photo, c'est de façon très sobre. C'est vraiment l'idée. C'est là aussi, c'est un peu différent de Humans of New York dans le sens où je me disais, tu sais, nous, on ne peut pas aller nécessairement juste dans des histoires sombres. Je me disais, tu sais, on est une petite communauté, tout le monde se connaît. Les gens, à un moment donné, vont faire comme, mais c'est trop, tu sais, c'est comme, je suis pas à l'aise. C'est vrai que c'est des gens qu'on croise à tous les jours. Fait que je me disais, juste de se connaître, puis il y en a qui nous partagent des choses plus touchantes, plus tragiques. Il y en a qui nous partagent des trucs plus, puis je le dis, mais c'est pas péjoratif, plus banal, mais c'est bien aussi. Parce qu'on a tous là un quotidien, puis en même temps, juste de dire des fois, ah, mais moi aussi, je vis ça comme ça nous fait du bien. Fait que ça fait vraiment cet effet-là aux gens. Fait que les gens se reconnaissent dans ce projet-là beaucoup. Moi, c'est le commentaire que j'ai tout le temps. Les gens se voient à travers ce projet-là, se sont appropriés aussi beaucoup. Fait que c'est vraiment un projet coup de cœur. On fait tout ça pour le plaisir. Donc, c'est vraiment un projet bénévole à 100%. On fait juste ça pour le fun, essentiellement. Mais on a du fun à le faire. Puis moi, je le dis souvent, mais parce que j'ai rencontré la majorité de ces êtres humains-là, pas mal. Mais à chaque fois, ça me fait du bien à l'humain. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain, mais ça me fait du bien à l'être humain aussi de rencontrer des gens, de parler avec eux, des gens qui se confient aussi à nous parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Fait que ça exige quand même un exercice, d'introspection, mais aussi de le partager à quelqu'un, un inconnu, pour le faire. Fait que c'est très intéressant. Moi, à chaque fois, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je reviens, on dirait, revigorée quand j'ai rencontré des nouvelles personnes de cette façon-là. Puis c'est vraiment l'idée que tout le monde a une histoire à raconter. Puis c'est vraiment ça. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises histoires. On raconte l'histoire que la personne a le goût de raconter. Puis vous auriez chacun une histoire à raconter. Ah, bof. Louise, sûrement. Plus qu'une. Beaucoup. Non, mais ça, c'est vrai. Plus qu'une. Des fois, les gens me disent, mais de quoi tu veux que je parle? Je suis comme, de ce que tu veux. Moi, je ne vais pas forcer rien. Là. Vous me parlez de ce que vous avez le goût, mais effectivement, les gens sont comme, je ne sais pas par où commencer. Puis souvent, ça part dans tous les sens. Mais c'est super intéressant parce que c'est ça. C'est une incursion dans la vie de quelqu'un. Puis en même temps, ça nous rapproche en tant que communauté de cette façon-là. Ben, moi, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que dans plusieurs portraits, j'ai vu des personnes aînées, des personnes retraitées. Puis je trouvais que c'est une belle façon vraiment de lutter contre l'âgisme, en quelque sorte, parce que ça permettait à ces personnes-là d'avoir une vitrine sur eux, sur leur vie, sur leur vécu, alors que ce sont souvent des personnes qu'on ne voit pas, qui vivent un peu dans l'ombre. Les personnes aînées sont souvent exclues de la vie publique, là, puis c'est un peu un réflexe âgiste qu'on a comme société. Là. Quand tu es une personne retraitée, souvent, l'image qu'on a, c'est va-t'en en résidence, puis sors-en plus. Puis ce que j'ai aimé vraiment de votre projet, dans ces cas-là, c'est qu'on avait un beau portrait, on voyait l'humain, qui, peu importe l'âge, on s'en foutait de l'âge, on voyait vraiment l'humain. Oui. Puis, je trouve que c'est très porteur. Oui, bien, puis c'est un peu l'idée aussi, c'est l'idée d'apprendre à connaître des gens qui ne nous ressemblent pas nécessairement aussi. Fait que, parce que des fois, on ne veut pas, on est avec les gens qu'on connaît dans la vie. Hein. Souvent, on se tient avec les gens qu'on connaît, puis mais moi, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître comme communauté, puis qu'on s'ouvre aussi à ça, puis qu'on devient tolérant envers la différence aussi. Bien, c'est justement en apprenant à connaître l'autre, en apprenant à connaître son vécu, son passé. Puis effectivement, on a eu plusieurs personnes qui d'un certain âge qui nous partageaient des histoires, puis je me disais, c'est tellement riche. Puis c'est juste puis c'est vraiment ça, c'est de donner une tribune, entre guillemets, à des gens qui n'en ont pas sinon. Puis qui méritent d'en avoir une. Puis tout le monde mérite d'en avoir une. Moi, l'ultime, c'est ce que je crois, tout le monde mérite d'en avoir une, mais je trouve ça intéressant de donner ça, puis c'est aussi une façon de remercier aussi ces gens-là, justement, pour
tout ce qu'ils ont fait, toute leur contribution aussi. Puis souvent, c'est drôle parce que souvent, quand on rencontre les gens, ils sont comme, ben, j'ai rien à raconter, j'ai pas. Puis à chaque fois, c'est toujours le premier réflexe, puis on creuse un peu, on jase avec eux, puis finalement, on réalise que, aïe, tu sais, ils ont vraiment quelque chose à raconter et ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne qui le fait de se confier comme ça parce que ça permet aussi de jeter un regard sur soi puis de faire comme, ben oui, c'est vrai, finalement, j'ai fait ça. Ça fait, tu sais, il y a quelque chose d'empowering jusqu'à un certain point, puis ça fait du bien à la personne de l'autre côté qui le reçoit de faire comme, wow, c'est donc bien inspirant, tu sais. Fait que c'est vraiment ce partage-là que ça crée qui est un peu inattendu pour tout le monde. Puis avec l'équipe, on avait fait l'exercice, j'avais dit, bon, on va chacun le faire aussi. On va se prêter au jeu parce qu'il faut réaliser ce qu'on demande aux gens. Qu'est-ce que ça exige de faire ça? C'est quand même pas si évident de regarder à l'intérieur de ça puis de dire qu'est-ce que j'ai le goût de partager aussi au-delà de qui je suis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de partager, que j'ai le goût que ça se retrouve sur les réseaux sociaux avec des inconnus. Tu sais, il faut quand même que tu y penses, mais c'est vraiment un exercice très particulier. Mais c'est vrai qu'il fait du bien, puis ça nous oblige à une certaine introspection, ça nous amène à réfléchir à des choses, à faire des liens des fois entre des histoires de vie qu'on a vécues, puis de faire comme c'est vrai, ça m'a emmené là. Puis souvent, c'est des discussions, moi je me rappelle de certaines discussions, des fois qui ont duré comme une demi-heure avec la personne, puis pourtant, si vous allez voir sur la page Facebook, c'est des courts textes. C'est vraiment l'objectif, c'est une citation ou quasiment, là, on parle à peu près de 200 mots par texte, mais on peut parler une demi-heure avec ces personnes-là, puis les gens ont beaucoup à dire. Puis moi, je trouve ça important aussi d'écouter. Moi, je trouve que c'est ça, c'est d'être à l'écoute de ces personnes-là qui ont un besoin aussi de raconter quelque chose, puis qui ont quelque chose d'intéressant à nous raconter. Puis il y a comme un respect de ce que la personne nous raconte aussi, qui est super important pour moi dans cette démarche-là. Puis je pense qu'on réussit à le transmettre comme ça. Mais c'est beaucoup, moi, ça m'inspire à chaque fois, des gens qui, justement, qui ont un vécu très, très riche, qui ont vécu plein d'affaires, des choses difficiles, des choses faciles, mais juste qu'ils me partagent ça. À chaque fois, je me dis, je suis choyée, en fait, que ces gens-là s'ouvrent à moi comme ça, ils me partagent ça. Je trouve que c'est une chance que j'ai, en fait, d'être en contact avec ces gens-là. Ben, nous, on était choyés de t'avoir à l'émission aujourd'hui, Vanessa. Et je suis choyé de t'avoir comme amie, personnellement. Oh. Je trouve que ton projet, je ne connais pas ton projet, j'imagine que Samuel va nous dire comment y accéder, mais je trouve que c'est une approche bienveillante des personnes. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, ouais. Oui, ben puis c'est vraiment ce qui nous guide beaucoup, tu sais, puis avec l'équipe, c'est toujours comme ça, puis tu sais, on est souvent approché pour participer à d'autres projets, puis moi, je suis la personne qui dit oui à tout dans ce genre d'affaires-là, mais à chaque fois, je me dis, mais il faut juste pas perdre de vue la personne. Moi, c'est toujours ça. Je me dis, tu sais, faut vraiment, la personne fait vraiment, elle se confie à nous. Tu sais, il y a quelque chose de très intime. Des fois, elle nous ouvre une porte sur une certaine vulnérabilité aussi, tu sais, puis on est des inconnus. Fait que je me dis, il faut vraiment respecter cette personne-là là-dedans, respecter son histoire, s'assurer qu'elle est bien là-dedans, puis que tu sais, qu'elle se sent écoutée, qu'elle se sent pas jugée non plus. Ça, c'est super important. Fait que, tu sais, on est vraiment beaucoup là-dedans. Mais moi, c'est ça, je trouve que c'est la beauté de la chose. Puis dans la communauté aussi, autour du Main Sherbrooke, ça aussi, ça m'impressionne. Tu sais, pour les gens qui savent comment fonctionnent les réseaux sociaux, on fait souvent de la modération, puis on doit souvent intervenir. J'ai très peu eu à le faire, essentiellement. Même si des fois, il y a des gens qui nous partageaient des choses, puis que c'est des choses difficiles, puis des parcours de vie pas toujours évidents, puis des fois un peu marginaux et tout ça. J'ai très peu eu à le faire. Puis ça m'a toujours fait du bien. Moi, c'était une crainte que j'avais. Je me disais, est-ce que je vais devoir intervenir souvent? Est-ce que je vais devoir modérer certains commentaires? Est-ce que j'ai pas eu beaucoup à le faire? Puis ça me fait du bien aussi. Ça, c'est vraiment le bout. Ça me réconforte aussi là-dedans, dans mon humanité, de me dire, bon, ben, l'être humain, il est pas si pire que ça, finalement. Les gens ont compris, en fait, que ce véhicule-là, c'était pas un véhicule, justement, pour critiquer ou quoi que ce soit. C'était un véhicule d'ouverture, de connaissance, puis de partage. Merci de me redonner foi en l'humanité ça me fait plaisir. Bon, c'est tout le temps qu'on avait pour cette partie-là. Ben, merci beaucoup, Vanessa Cournoyer-Cyr, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de ces deux beaux sujets-là. Ben, merci à vous. Je te souhaite une belle continuité. Merci. Bye-bye. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. On est de retour à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM, et on est avec nous Marianne Routier-Caron de Novum, notre nouveau partenaire là, pour des conseils juridiques. Marianne, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Fait que là, on voulait voir avec vous, c'était quoi les services de Novum plus en profondeur? Ça vient d'où Novum, ça? Ça a été créé quand et pourquoi?
En fait, Novum, c'est un service mutualisé pour des services juridiques. Donc, notre concept, c'est qu'on offre des services juridiques, de la consultation, de la représentation, de l'accompagnement à des groupes comme des groupes comme des associations comme la REC, des associations professionnelles, des associations étudiantes, donc toutes sortes d'associations ou de regroupements de personnes qui se mettent ensemble et disent, nous, on veut des services juridiques et donc, nous, on offre des services mutualisés, ce qui signifie en fait que plus de gens ont accès à des services juridiques et à des moindres coûts, évidemment, parce que quand on se met ensemble, bien, il y a un effet de groupe, évidemment, sur les frais. On sait tous que les honoraires professionnels d'avocats, ça peut coûter très cher. Donc, si on se met en groupe, bien, on peut avoir là des coûts qui sont, à notre avis, démesurément bas, ce qui fait en sorte que Novum promouvoit en fait l'accès à la justice d'une façon qui est à notre avis innovante. Là, on ne connaît pas d'autres modèles qui existent qui sont similaires aux nôtres. Et le but de Novum, c'est de fournir des services juridiques qui sont le plus complets. Donc, on répond en matière de consultation. Donc, la consultation, c'est le service qui est présentement offert à la REC et à ses membres. Donc, les consultations sont sur tout domaine de droit, donc n'importe quel domaine de droit, on va le couvrir. Et ce sont des consultations qui sont illimitées. Donc, les gens peuvent faire appel à nos services le nombre de fois qu'ils le désirent. Il n'y a pas de limitation non plus en termes de temps. Donc, si la consultation nécessite que l'avocat prenne le temps de faire des vérifications dans la loi, dans la jurisprudence, nous, on va faire toutes ces vérifications-là pour s'assurer de donner un conseil juridique qui est complet et qui répond évidemment aux questions des membres qui font appel à nous. Moi, j'aurais une question, Marianne. Je me demandais en quoi se distingue Novum de services comme, je sais pas, Juripop, Éducalois ou même nous, avec le personnel, on a des protections réseau CSQ, on a aussi un service juridique. Alors, oui. Qu'est-ce qui distingue ces services-là de nous? Donc, pour commencer avec, vous avez mentionné Juripop. Donc, Juripop, c'est une formidable plateforme, un formidable organisme, là, si je peux me permettre. C'est un service vraiment extraordinaire qui les offre à des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont justement pas les moyens là, de recourir à des services juridiques. Par contre, puis selon ma compréhension du service là, de Juripop, je n'ai jamais travaillé pour Juripop, donc je ne connais pas exactement l'étendue de leur programme ou de leur service. Mais selon ma compréhension, il y a quand même un certain cadre, puis ils ont une certaine discrétion là, pour accepter les demandes des personnes. Alors que nous, quand vous êtes membre, ben, vous avez accès à nos services, puis il y a pratiquement aucune limitation là, du service qu'on va pouvoir offrir selon le programme de protection juridique qui est fait sur mesure pour l'association. Pour ce qui est d'Éducalois, Éducalois, c'est une plateforme qui offre de l'information juridique. Donc, il n'y a aucun conseil juridique qui n'est donné. Alors que l'avocat ici chez Novum va transmettre évidemment de l'information juridique, mais de l'information qui va être adaptée à la situation du membre, ce qui fait en sorte que l'information qui est transmise devient un conseil. Donc, on recommande certaines actions aux membres qui nous consultent en fonction de la question qu'ils nous posent, en fonction du contexte particulier dans lequel le membre se trouve. Alors, c'est vraiment un service personnalisé. Puis, ce sont des avocats qui vont répondre aux questions des membres. Alors qu'Éducalois, il peut y avoir, par exemple, des étudiants en droit ou des juristes qui ne sont pas nécessairement membres du barreau, ce qui fait pas en sorte que c'est moins important ou moins pertinent le travail qu'ils font. Au contraire, là, je pense que Éducalois permet une vulgarisation très importante de tout notre système juridique. Novum vient rajouter là, le conseil. Pour ce qui est maintenant de différencier Novum d'une assurance, par exemple, la couverture que les membres de la REC ont avec la personnelle. Puis encore là, je ne connais pas l'étendue de la couverture, mais la différence entre Novum et une assurance, c'est que, en fait, la plupart des assurances, il va y avoir une limite, par exemple, aux services auxquels les membres ont accès. C'est-à-dire qu'un assureur juridique va dire, vous avez une protection juridique de, par exemple, 1 500 $.
Donc, la personne qui veut avoir accès à sa protection juridique avec la personnelle va falloir qu'il trouve lui-même souvent l'avocat avec qui il fait affaire. Et ensuite, l'avocat avec qui il fait affaire va le facturer. Et ensuite, le membre va falloir qu'il fasse une réclamation à l'assureur. Alors, c'est ce qui distingue des services de Novum parce qu'avec Novum, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas, le membre est pris en charge, en fait, de A à Z. Donc, essentiellement, il contacte Novum, puis tout de suite, il y a un avocat qui va être assigné à son dossier. Puis, le membre n'aura jamais de réclamation à faire ou aucun paiement additionnel à faire, là. Je pense que vous êtes quand même une très grosse équipe. Là. Vous avez combien de personnes au service? Bien, au sein de Novum comme tel, on est une petite équipe, mais on a plusieurs cabinets partenaires, dont Trivium. Trivium qui regroupe, là, si je ne me trompe pas, là, plus d'une 50aine d'avocats pour s'assurer justement qu'on couvre tous les domaines de droit. Parce qu'ici, chez Novum, on est une équipe d'avocats qui sont chacun là, spécialisés dans des domaines de droit particuliers. Donc, on n'est pas des avocats, si on veut, qui font de tout. Chaque personne fait une spécialité, ce qui fait en sorte qu'on est complémentaires. Et pour faire en sorte que les services, les besoins des membres soient répondus, bien, à ce moment-là, on fait affaire aussi avec un cabinet partenaire qui s'appelle Trivium et qui, eux aussi, encore là, ils ont une équipe importante d'avocats dans des domaines de droit diversifiés. Justement, quel type de questions juridiques les membres ont le droit? Qu'est-ce qui est couvert? Enfin, comme je disais, là, tous les domaines sont couverts, mais si je peux vous donner quelques exemples là, de consultations qu'on a eues récemment, puis bon, je pense que ça vient avec tout ce qui est COVID-19, mais beaucoup de membres de la REC, je pense, ont subi là, des voyages qui ont été annulés, en fait, en raison évidemment de la pandémie. Puis, les personnes se retrouvent souvent avec une situation où est-ce que la compagnie aérienne ou l'agence de voyage offre seulement un crédit alors qu'ils pourraient avoir droit à un remboursement. Puis c'est aussi une situation, je pense, que les membres de la REC vivent là, avec une assurance voyage qui ne va pas nécessairement là, couvrir ce type de situation-là. Donc, les gens viennent nous consulter pour obtenir là, des conseils par rapport à qu'est-ce qu'ils auraient droit de réclamer. Est-ce que le crédit, c'est quelque chose qui est suffisant et qui remplit les exigences de la loi en matière d'annulation de voyage ou au contraire, ils ont des recours pour obtenir un remboursement complet. Donc, on a eu beaucoup de consultations à ce sujet-là. C'est sûr que pour l'instant, les services de Novum avec la REC sont limités à la consultation, mais si jamais les services venaient à s'étendre, on pourrait même représenter les gens là, dans le cadre de ces démarches-là, que ce soit pour envoyer une mise en demeure à l'agence de voyage ou pour même faire une demande aux petites créances, le cas échéant. Donc ça, c'est une des demandes qu'on reçoit beaucoup en matière de droit à la consommation. Sinon, on a beaucoup de questions en matière de tout ce qui est succession. Donc, il y a certains membres de la REC qui doivent agir à titre de liquidateur de la succession. C'est un rôle qui est très important, surtout en période de deuil, là, donc de faire face à cette situation-là en étant seul, puis tu sais, je veux dire, être liquidateur de succession, on fait pas ça tous les jours. Idéalement, donc, pas tous les jours, non. Idéalement. Donc, ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de questionnements aussi par rapport à quelles sont leurs obligations en tant que liquidateur. Ils reçoivent évidemment beaucoup de communication de la part de la famille, de la personne qui est décédée. Donc, comment gérer toute cette situation-là? Novum, on accompagne les membres dans cette épreuve-là. Puis, à l'inverse aussi, des gens qui vivent le décès d'une personne proche, qui sont impliqués dans la succession, dans tout ce qui est testament et qui doivent interagir avec un liquidateur. Donc, quelles sont les interactions avec cette personne-là pour s'assurer aussi que les gestes que le liquidateur pose sont conformes à la loi. Donc, on a beaucoup de questionnements sur cet aspect-là. Puis, un autre sujet que j'ai ciblé qui revenait beaucoup, c'est le droit matrimonial. Donc, beaucoup de membres sont soit en relation conjugale, donc pas nécessairement mariés, mais on a aussi beaucoup de membres qui sont mariés, qui viennent nous questionner par rapport à, bon, j'ai acheté un condo, comment mon conjoint peut devenir
copropriétaire ou au contraire, je ne veux pas du tout séparer mes biens avec la personne avec qui je partage ma vie. Et malheureusement aussi beaucoup de situations de séparation. Donc, comment gérer cette situation-là par rapport au justement au partage des biens ou pas nécessairement un partage des biens, mais une situation de séparation, mais qui, somme toute, se fait d'une façon très là, cordiale. Donc, il n'y a pas nécessairement de chicane, mais les membres de la REC veulent s'assurer là, que leurs droits sont respectés, donc ils viennent nous consulter à ce sujet-là. Là, ça a commencé depuis décembre dernier, à peu près, ce partenariat-là avec la REC. Exact. Avez-vous reçu pas mal d'appels? Oui, donc on est rendu, selon les statistiques qui sont à jour là, aujourd'hui à 13h13. Oui, on dit à l'oreille. C'est ça. On est à 128 consultations, donc okay. On est très heureux de ça. Puis j'espère que ma présence aujourd'hui va simplement inciter davantage de membres de la REC à recourir à nos services parce que nous, on est là pour vous. Donc, que vous ayez une petite ou une grosse question, peu importe le sujet, le Novum et les avocats de notre équipe, on est prêts à vous répondre à vos questions. Justement, j'ai eu un commentaire aujourd'hui sur la page Facebook, puis on aurait dit que c'était arrangé avec le gars des vues, mais c'est une dame qui disait justement, j'ai eu recours à Novum Légal pour une mise en demeure, excellent service et personnel très gentil, un service à conserver. Donc, ça a l'air d'être apprécié à date. Parce que c'est un projet pilote pour l'instant, c'est ça qu'il faut dire. Ça Exact. Donc, c'est un projet pilote, oui. Quand on appelle à Novum, est-ce que on nous met tout de suite en contact avec un avocat, une avocate, ou bien on nous rappelle, je ne sais pas comment ça... Le fonctionnement, donc on a 2 modes de fonctionnement pour recevoir les demandes des membres présentement. Donc, on a un numéro sans frais qui peut être utilisé par les membres. Et en fait, c'est une boîte vocale. Donc, les membres laissent leurs informations, détaillent leurs questionnements, leur situation pour lesquels ils veulent consulter un avocat. Et tout de suite, c'est pris en charge par notre technicienne juridique qui s'appelle Joëlle Boutros. Même chose pour l'autre façon de transmettre une demande, c'est via l'application. Donc, on encourage les membres à utiliser notre application pour rentrer les informations, rentrer le détail pertinent par rapport à leur consultation juridique. C'est très simple d'utilisation. L'application, là, c'est vraiment sous forme là, de questions qui vous sont posées pour que nous, on ait le plus de détails possible. Une fois qu'on reçoit les demandes, donc tout passe par Joëlle. On a certaines obligations, évidemment, sur le plan déontologique avec le barreau du Québec, notamment la vérification du conflit d'intérêt, pardon. Donc, lorsqu'on reçoit la demande, Joëlle s'assure là, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Tu sais, par exemple, si on avait 2 membres de la REC qui nous consultent en matière de droit de la famille, la première personne, premier membre qui nous consulte, on fait une rencontre avec cette personne-là, on donne des conseils et une semaine plus tard, on a la deuxième personne qui nous contacte. Mais là, évidemment, on est dans une situation de conflit d'intérêt. Donc, évidemment, cette situation-là va être gérée différemment. Mais c'est une des étapes qu'on doit remplir pour s'assurer que sur le plan déontologique, là, tout est conforme. À partir du moment où Joëlle a fait ces vérifications-là, la demande, elle est transmise là, à l'équipe juridique et on contacte la personne le plus rapidement possible en fonction de la plage horaire là, qui est indiquée de préférence par le membre. Là. Et dans certaines situations, Joëlle va peut-être également recontacter le membre avant que ce soit un avocat qui le contacte pour avoir certaines clarifications. S'il y a des documents qui doivent être consultés par l'avocat, elle va demander d'obtenir la documentation. Par exemple, vous avez une question sur un testament, pour que l'avocat puisse donner la consultation qui est appropriée. Parfois, on va demander que le testament soit transmis parce qu'évidemment, comme je le mentionnais tantôt, nous, on fait des consultations qui sont exhaustives. Donc, c'est pas seulement de l'information, mais on rend vraiment un conseil sur la situation qui est propre aux membres. Si jamais les membres veulent avoir plus d'informations, c'est assez simple. Ils peuvent se diriger, dans le fond, sur la page d'accueil de la REC. Il y a l'onglet « Services aux membres » dans le menu principal et « Novum, consultation juridique ». Et vous avez tous les liens là, pour justement aller télécharger l'application, ainsi que la ligne téléphonique, bien sûr, pour accéder à vos services. Merci beaucoup, Marianne Routhier-Caron, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis, si je peux simplement rappeler là, la conférence qui a lieu vendredi. Oui, c'est vrai.
Donc, c'est à 10 heures, si je me trompe pas. Il y a un lien Zoom qui devrait être transmis aux membres qui veulent y participer. Donc, on va aborder le droit du logement. On a 4 thématiques là, différentes qu'on va aborder. Puis, on est en train d'établir aussi d'autres dates avec la REC pour d'autres conférences sur d'autres sujets pour donner le plus d'informations diversifiées aux membres. Vidéoconférence qui est un service gratuit, vidéo gratuite pour les membres qui peuvent s'inscrire. Effectivement, vous allez recevoir le lien Zoom. Merci beaucoup, puis à une prochaine. Merci beaucoup. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiefm.org et sur iTunes. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, encore une très bonne émission, je crois, avec du très bon contenu. Merci beaucoup encore, Louise, d'être avec nous. Merci, Samuel. Puis on se dit à la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Bye bye. Bye.